J'aimais les garçons, mais dans mon monde, on ne disait pas ces choses-là. Personne ne savait, personne ne devait savoir. Chaque jour, Théo Lambert, le capitaine adulé de l'équipe de football du lycée, me le faisait payer pour un secret qui n'était même pas le mien. Des coups d'épaule accidentels, des humiliations murmurées, des regards qui promettèrent la violence. Il était la force, la popularité, la brutalité tranquille. Moi, j'étais juste l'ombre qui l'écrasait du coin de l'œil. Et puis un soir, tout a déraillé. Une voiture garée à la lisière d'un bois, moteur coupé. La nuit épaisse autour de nous, la haine qui se fissure. Quelque chose d'interdit qui prend sa place. Quelque chose de dangereux. Ce qui s'est passé ensuite n'aurait jamais dû exister. Pourtant, ce secret a tout changé. Reste, c'est mon histoire. Elle commence ici. Je m'appelais Lucas Moreau. J'avais 18 ans et j'avais déjà compris que naître différent à Beaumont, ce petit bourg du Beaujolais coincé entre les vignes et les collines boisées, s'était porté une cible invisible sur le front. Le village s'étirait paresseusement le long de la Saône, entouré de forêts sombres et de champs de vignes à perte de vue. Ici, les mêmes noms de famille traînaient sur les boîtes aux lettres depuis des générations. Les gens se mélangeaient peu, les réputations encore moins. On savait qui avait redoublé, qui buvait trop à la fête des vendanges, qui trompait sa femme. Les secrets n'existaient pas vraiment, ils circulaient comme l'air, de la boulangerie au café du centre, jusqu'au parking du Super Su le samedi après-midi. J'étais invisible. Je n'allais pas à la pêche le dimanche, je ne jouais pas au foot, je ne servais pas la messe à Noël, on m'oubliait facilement. Sauf lui. Théo Lambert n'oubliait jamais. Avant-centre, épaules larges, regard gris acier, voix grave qui imposait le silence sans effort. Il régnait sur le terrain comme dans les couloirs du lycée agricole. Et pour une raison que je comprenais sans vouloir l'admettre, il avait décidé que j'étais sa proie. Il suffisait que nos chemins se croisent pour que son épaule me percute avec une précision chirurgicale. Pas assez fort pour alerter un prof, juste assez pour me faire trébucher. Parfois un pied glissait devant le mien en douce. Je finissais par terre, mes affaires éparpillées sous les rires gras de ses potes. Et toujours ce mot, presque chuchoté, comme une confidence cruelle. PD, jamais trop fort, juste assez pour que je l'entende, juste assez pour qu'il me transperce. Je ramassais mes affaires en silence, les dents serrées à m'en faire mal. Je ne répondais pas. Répondre, c'était s'exposer encore plus. À la maison, je cachais les bleus sous des sweats trop larges. Ma mère les remarquait parfois. « Tu t'es encore cogné ?» Je haussais les épaules. « Ouais, contre un coin de meuble. » Elle soupirait. Elle avait déjà ses propres batailles, les factures C qui s'empilaient, les heures sup à l'EHPAD, la fatigue qui ne passait jamais. Alors je me taisais. Ça a duré presque toute l'année. Chaque matin, je partais plus tôt pour ne pas le croiser. Aux pauses, je me réfugiais près des profs ou à la bibliothèque. Le soir, j'attendais que les vestiaires se vident avant de sortir. Mais il me trouvait toujours. Toujours ce regard qui me fouillait dans la cour, toujours ce demi-sourire quand il me voyait. Je me sentais traqué, comme un animal poussé dans un enclos juste pour le plaisir de le voir trembler. Un vendredi, quelque chose s'est brisé. Sans rien dire à ma mère, j'ai pris le TER pour Lyon. Le train vibrait sous mes pieds, ça sentait le plastique chaud et le café de distributeur. Je regardais défiler les vignes, les entrepôts, les petites gares vides. Plus on avançait, plus j'avais l'impression de laisser derrière moi une version de moi qui étouffait. À Lyon-Pardieu, je suis descendu. J'ai marché derrière la gare, vers une rue dont j'avais vu le nom sur un forum. Un bar discret, le Lanterne Rouge. Je suis resté quelques secondes devant la porte, puis je suis entré. Lumière tamisée, musique douce, des hommes seuls ou en couple. Des conversations à voix basse, des regards qui s'accrochent sans agressivité. J'ai commandé un coca, je me suis assis au fond, dos au mur. Pendant 1 heure, je n'ai fait que regarder. Des sourires échangés sans peur, des mains qui se frôlent sans se cacher, des rires vrais. Personne ne me connaissait, personne ne me réduisait à une insulte. Pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré vraiment. Je suis rentré avec le dernier TER. Samedi, dimanche, lundi, je n'ai rien dit. Je pensais que ce moment m'appartenait, une parenthèse en sécurité. Je me trompais, mardi matin. Il m'attendait devant mon casier. Théo était adossé au mur, bras croisés. Ses potes restaient un peu en retrait. Personne ne riait, l'air était différent. Plus lourd, il s'est détaché quand je suis arrivé. Ses yeux ont cloué les miens. « T'étais où vendredi soir, Lucas ?» Mon cœur a cogné si fort contre mes côtes que j'ai cru qu'il le voyait à travers mon t-shirt. J'ai essayé de le contourner. Son bras s'est tendu, me bloquant. « Je t'ai vu. » Il a fait un pas de plus. À Lyon, derrière la gare. Son souffle m'effleurait presque l'oreille. « T'es entré dans ce bar. » Il a baissé la voix. Je sais très bien pourquoi. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Il n'a pas crié. Il n'a pas levé la main. Il m'a juste regardé une seconde de trop, puis il a tourné les talons. Ses potes l'ont suivi en silence. Je suis resté planté là, la clé du casier serrée dans mon poing. À partir de ce mardi matin, le silence est devenu bien plus violent que tous les coups qu'il m'avait donnés avant. Après ce mardi où Théo m'avait coincé devant mon casier, tout a basculé.
Plus d'épaules qui cognent, plus d'insultes murmurées entre deux rires, la violence directe avait disparu, comme si elle était devenue inutile. À la place, il avait installé autre chose. Plus calme, plus contrôlé, et infiniment plus lourd. Chaque soir, à 16h30 pile, il était là. Il connaissait mes habitudes avec une précision inquiétante, l'heure exacte où je passais le portail, le chemin le long du mur du gymnase, l'endroit où je ralentissais pour fouiller dans mon sac. Il n'avait même plus besoin de me chercher. Il attendait, à une dizaine de mètres, sac de sport jeté sur l'épaule, posture apparemment détendue, mais ses yeux ne lâchaient rien. Je pouvais faire semblant de ne pas le voir, détourner le regard, accélérer vers le parking des profs, faire un détour ridicule par le terrain de foot. Inutile, il me rattrapait en quelques enjambées, posait une main ferme sur mon bras, jamais violente, juste inexorable, et disait d'une voix neutre « Viens, je venais ». Parce que résister aurait attiré l'attention, et je survivais déjà sous trop de regards. Au début, c'était des choses simples, son sac de foot, lourd de crampons, plein de boue séchée et de serviettes qui sentaient les vestiaires. Je le portais jusqu'à sa Peugeot 206 grise garée près du gymnase. Ensuite venaient les cahiers. Tu me refais les exos de maths. Et la dissert d'histoire aussi. Il ne le disait pas comme une demande. Je passais mes soirées à refaire ses devoirs avec mes mots pour que ça ne paraisse pas suspect. Le lendemain matin, avant la première heure, je lui tendais les feuilles dans la cour, il les prenait sans merci. Parfois il ajoutait, presque distrait, « Pas mal, continue ». Pas de menaces, pas de cris, juste la certitude tranquille que j'obéirais. Et j'obéissais. Les bleus avaient disparu des côtes, mais une autre trace s'installait, plus profonde, plus sournoise. Une pression constante dans le ventre, comme une pierre qu'on aurait avalée et qui ne descendait pas. Un jeudi, après les cours, il m'a fait signe de le suivre derrière le hangar des machines agricoles. L'endroit était désert. Carcasse de tracteur rouillé, bottes de paille empilées, odeur métallique de la pluie récente. Il s'est adossé au mur, bras croisés. « Dis-moi un truc, Lucas. » Ma gorge s'est serrée. « T'aimes vraiment les mecs ?» La question est tombée sans ironie, sans rire, sans public. À nu. J'ai senti la chaleur me monter aux joues, les yeux fixés sur mes baskets. J'ai hoché la tête. Une seule fois. Le silence s'est étiré. Il a soufflé par le nez. « T'es pas normal ?» Le mot n'était pas crié. Presque automatique, comme une phrase qu'on répète sans vraiment y penser. Quand j'ai relevé les yeux, quelque chose avait changé. Il y avait de la colère, oui, mais confuse, perdue. Comme s'il ne savait plus où frapper. Les poings enfoncés dans les poches de son blouson, les mâchoires crispées. « T'as pas honte ?» J'ai répondu à mi-voix. « Si, parfois, moins maintenant. » Il a détourné le regard vers les champs au loin. Il n'a rien ajouté. Il a simplement repris son sac et il est parti. Plus lentement que d'habitude, comme si le poids ne venait plus du sac, mais d'autre chose. Les jours suivants, le rituel a continué, mais des fissures apparaissaient. Il parlait plus, peu, mais plus qu'avant. T'as oublié le schéma de bio ? Dépêche-toi avec Philo. Et puis, au milieu d'une phrase, il s'arrêtait, comme surpris par lui-même. Un soir, en marchant vers le parking, il a demandé brusquement « Depuis quand tu le sais ?»« Depuis toujours », j'ai répondu, ou presque. « Et c'est comment ?» Je n'ai pas réfléchi. Au début, ça fait peur. Après, ça fait moins peur que de mentir. Il n'a pas réagi, mais le lendemain, il m'attendait plutôt que d'habitude. Il est resté immobile quand je suis arrivé à côté de lui. « T'es bizarre, Lucas. Pourquoi ? T'as peur de moi ? Mais tu restes. » J'ai haussé les épaules. Fuir tous les soirs, ça fatigue. Un rire bref lui a échappé. Sans joie, il m'a tendu son sac. Ses doigts ont frôlé les miens une fraction de seconde de trop. Il a retiré sa main aussitôt. Comme si le contact l'avait brûlé. Les semaines ont passé. Je commençais à comprendre. Sa colère n'était plus seulement contre moi, elle rebondissait ailleurs, dans les silences quand on parlait de son père, dans la tension de ses épaules quand ses potes sortaient des blagues lourdes sur les PD, dans ses regards furtifs qu'il posait sur moi quand il pensait que je ne le voyais pas. Il ne savait plus exactement contre qui il se battait. Contre moi ? Contre l'image qu'il devait défendre ? Contre lui-même ? Les questions revenaient, presque chaque jour, quand on était seul. À voix basse, de plus en plus précise. Un soir de novembre, la pluie rendait le parking brillant comme une plaque de verre. Il m'a rendu mes devoirs. Mais ils étaient annotés, au stylo rouge. Des remarques, des corrections, des « bien » dans la marge. Il a soutenu mon regard. « T'es meilleur que moi en cours, je n'ai rien dit. » Il a ajouté, plus bas, « c'est pourri. » De devoir dépendre de quelqu'un, il est monté dans sa voiture. Les pneus ont crissé sur le gravier mouillé. Je suis resté sous la pluie, les feuilles trempées entre les mains. Je ne savais pas si ce qu'il venait de dire ressemblait à une humiliation, à une confession ou à quelque chose de encore plus fragile. Le silence qu'il m'imposait n'était plus une punition. Il était devenu une cage qu'on occupait à deux. Et jour après jour, je sentais qu'une minuscule fissure s'ouvrait entre les barreaux.
à peine visible, mais suffisante pour laisser passer un courant d'air, et peut-être, tout doucement, pour déplacer la peur. Un vendredi de décembre, la nuit était déjà tombée avant 17 heures. Les lampadaires du bourg jetaient une lumière jaunâtre sur l'asphalte mouillé quand mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Théo. « Chez moi. 19 heures pile. Faut finir l'anglais. Pas de bonjour, pas d'explication, juste un ordre. » J'ai fixé l'écran un long moment. Mon reflet tremblait un peu sur la vitre. J'ai enfilé mon blouson et je suis sorti sans rien dire à ma mère. Sa maison se trouvait à la sortie du village, là où les vignes commençaient à grignoter les dernières ruelles. Une vieille bâtisse en pierre dorée, basse et allongée, avec un portail rouillé qui grinçait à chaque poussée. Dans la cour, des pneus usés, des outils agricoles abandonnés, une remorque penchée sur le côté. Le projecteur extérieur s'est allumé dès que j'ai franchi le portail. La lumière crue m'a donné l'impression d'entrer sur scène. J'ai frappé. Sa mère a ouvert presque aussitôt, visage fermé, regard rapide. Il est en haut. Rien de plus. Je suis entré. L'escalier étroit craquait sous mes pas. Chaque marche semblait annoncer mon arrivée. Sa porte était entrebâillée. Je suis entré sans frapper. L'air de la chambre était lourd, mélange de lessive humide, de sueur ancienne et de déodorant. Bon marché. Théo était allongé sur le lit, bras croisés derrière la tête, yeux rivés au plafond. Il n'a pas bougé. J'ai posé mon ordinateur sur son bureau encombré de cahiers froissés, de canettes vides et de vieux tickets. J'ai ouvert le fichier. On le fait ensemble ? Un grognement vague m'a répondu. Le silence s'est installé. J'ai tapé quelques phrases, effacées, reformulées, relues. Lui restait immobile. Il ne travaillait pas, il attendait. Mais quoi ? Le bruit a explosé sans prévenir, la porte a claqué contre le mur. Son père, il remplissait tout l'encadrement. Carrure massive, pull gris tendu sur un ventre lourd, yeux injectés de sang. L'odeur d'alcool a envahi la pièce d'un coup. Il a balayé la chambre du regard. Puis s'est arrêté sur Théo. Encore vautré ? Théo n'a rien dit, il a juste fermé les yeux une seconde, comme pour encaisser. Son père a traversé la pièce, en deux enjambées. Debout, il lui a attrapé le bras et l'a tiré sans ménagement. Théo s'est redressé mécaniquement, assis au bord du lit, tête baissée. « T'as un pote et tu fais le mort ? T'es quoi, une loque ?» La voix montait, s'échauffait. « Capitaine de foot, hein ? Mon cul. Ton prof m'a appelé. Encore des contrôles foirés. T'es même pas capable de faire les choses correctement. Ton grand-père s'est battu pour ce pays. Moi, j'ai passé 20 ans sous les drapeaux. Et toi ? Rien. » Il l'a pointé du doigt. « Un faible, voilà ce que t'es. » Théo gardait les yeux baissés, ses mains posées sur les cuisses, tremblait légèrement. « Toujours planqué derrière tes potes. Mais moi, je vois clair. T'as jamais eu de couilles, le mot est tombé comme une gifle. » Puis le père s'est tourné vers moi. « Et toi ?» Son regard m'a transpercé. « Qu'est-ce que tu fous là ? » Tu l'aides à tricher, mes doigts étaient figés sur le clavier, impossible de bouger. Dégage avant que je m'énerve vraiment. Il a craché par terre, près du lit. Et avant de sortir, demain 6 heures, en gare. Et si tu ouvres ta gueule, tu vas regretter d'être né. La porte a claqué si fort que le cadre au mur a vibré. Le silence qui a suivi était pire que les cris. Théo est resté assis, épaules voûtées, respiration saccadée. Il ne pleurait pas, il retenait tout. Quelque chose poussait pour sortir, mais restait coincé derrière les dents serrées. J'ai fermé l'ordinateur doucement. Je rentre. Il a hoché la tête sans me regarder. J'ai descendu l'escalier. La maison paraissait encore plus étroite, la cour plus froide. L'air dehors m'a giflé le visage. Je marchais vite, trop vite. À la maison, je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis assis sur mon lit, dans le noir. Et j'ai compris. Les coups d'épaule, les insultes murmurées, les ordres répétés. Ça ne venait pas vraiment de lui. C'était un écho. Toute la violence qu'il me balançait venait de l'étage au-dessus. Elle prenait racine dans cette chambre noyée d'alcool et d'humiliation. Son père frappait avec des mots, Théo frappait avec les gestes. La douleur circulait. Il l'encaissait là-haut, je l'encaissais en bas. Et sans m'en rendre compte, en acceptant ses demandes, en portant son sac, en refaisant ses devoirs, j'étais entré dans la chaîne. Le silence, la soumission, la peur. Je ne pouvais pas le justifier, mais je ne pouvais plus l'ignorer. Cette rage n'était pas gratuite. Elle avait une source qui sentait la bière tiède et la frustration ravalée. Pour la première fois, je n'ai plus eu seulement peur de Théo. J'ai ressenti de la pitié pour lui. Pas une pitié douce, une pitié douloureuse, amère, parce qu'elle ressemblait trop à celle que j'éprouvais pour moi-même. On était deux maillons de la même chaîne. Lui plus haut, moi plus bas, mais attachés par la même chose, la honte qu'on nous avait appris à porter comme une seconde peau. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Après cette soirée chez lui, quelque chose avait basculé. Il continuait à me coller son sac de foot à la sortie des cours. Il continuait à me fourrer les cahiers dans les mains sans me regarder. Mais il ne rentrait plus directement. Parfois, il disait juste « Viens » et on partait, jamais très loin.
juste assez pour disparaître des regards. La première fois, il m'a emmené derrière la départementale, sur un terrain en friche à 2 kilomètres du lycée. L'herbe haute nous caressait les jambes, les poteaux de clôture pourris tenaient encore debout comme des squelettes oubliés. Il a garé sa Peugeot sur le bas-côté. Moteur coupé. Silence. On est descendu, ça sentait la terre froide et l'hiver qui arrive. Il s'est assis sur le capot, dos à la route, et m'a fait signe de venir à côté. On est resté un moment sans parler. Puis, sans me regarder, « T'as déjà été avec un mec ?» La question a tranché l'air. J'ai senti ma gorge se serrer. Oui, il fixait l'horizon, les vignes, la ligne sombre des bois. C'est comment ? Je cherchais mes mots. Ça dépend. Parfois c'est simple. Parfois ça te retourne complètement. Mais c'est vrai. Il a hoché lentement la tête. Ses joues avaient rosi, mais il ne détournait pas les yeux. Quand tu penses à un mec, à quoi tu penses ? J'ai répondu franchement, à un regard qui ne juge pas, à la sensation d'être vu sans masque, à un contact qui apaise au lieu de blesser. Ses doigts se crispaient sur la tôle froide. Il a fermé les yeux une seconde. Moi j'essaye de pas y penser, mais ça revient toujours. On était resté longtemps, enveloppé par le vent qui couchait l'herbe. Quand il a redémarré, il n'a rien ajouté. Le lendemain, il m'attendait déjà. La fois d'après, c'était près d'une ancienne carrière, transformée en petit lac. L'eau noire semblait avaler la lumière, personne aux alentours. On s'est assis sur un rocher plat. Il a sorti 2 canettes de soda. « T'as déjà désiré quelqu'un que t'aurais jamais dû désirer ?» Oui, il a lâché un rire bref. Chez moi, on n'en parle jamais. Mon père, il préférerait me voir mort. Il a lancé un caillou dans l'eau. Les cercles se sont élargis, puis ont disparu. Parfois, je me dis que je suis foutu. C'est pour ça que je t'ai pris pour cible, pour faire taire cette merde. Je l'ai regardé. Épaules tendues, poings serrés. T'es pas foutu. T'es coincé. Il a tourné la tête vers moi, ses yeux brillaient d'une intensité presque douloureuse. Et toi, comment t'es coincé ? Moins qu'avant, depuis que j'ai vu qu'ailleurs ça pouvait exister. Sans honte, il a hoché la tête. Puis, plus bas. Tu regrettes de m'avoir dit la vérité ? Non. Il s'est levé d'un coup, a lancé un autre caillou plus fort. Quand il est revenu, il respirait plus calmement. Le hangar est venu plus tard. Une vieille structure en tôle rouillée au bout d'un chemin de terre, près d'une voie ferrée abandonnée. La lumière passait par les trous du toit, comme des lampes pâles. On s'est assis sur des palettes empilées. Il s'est placé face à moi. « Dis-moi un truc que t'as jamais avoué à personne. » Je lui ai parlé de mes 13 ans, d'un regard échangé pendant un match, de la peur, puis de l'acceptation. Il m'écoutait sans m'interrompre. Puis il a dit « Pour moi, c'était au camp d'été. Un mec plus vieux, on dormait dans la même tente. Il a juste posé sa main sur mon épaule. Rien de plus. Mais après, j'y pensais tout le temps. Et j'avais honte, alors j'ai commencé à frapper. Pour étouffer ça, sa voix tremblait un peu. C'est pour ça que je t'ai choisi. Parce que toi, tu l'acceptais. Ça me rendait dingue, je n'ai pas cherché à le contredire. La colère, souvent, c'est juste de la peur mal placée. Il a esquissé un sourire sans joie. Et maintenant, je fais quoi ? Je n'avais pas de réponse. On est resté longtemps. Les questions revenaient, s'arrêtaient, repartaient. Il rougissait, se taisait, reprenait. Dans ces moments-là, il n'était plus le capitaine intouchable. Juste un garçon de 18 ans terrifié par ce qu'il ressentait. Et moi, j'étais celui qui le savait. Au lycée, il remettait son masque. « Prends le sac. Fais-moi la dissert. » Mais les escapades devenaient plus fréquentes. Et chaque escapade augmentait la tension. On savait qu'on marchait sur quelque chose de fragile. Un mot de trop. Un geste mal placé. Et tout pouvait exploser. Pourtant, on continuait. Parce que s'arrêter aurait voulu dire que c'était impossible. Et ni lui, ni moi n'étions prêts à l'accepter. Un soir, en repartant du lac, il a freiné brutalement sur le bord de la route. Le moteur tournait encore. Il m'a regardé longtemps. Merci d'être là. C'était la première fois qu'il disait merci. J'ai simplement hoché la tête. Il a redémarré. Dans l'habitacle, le silence avait changé. Il n'était plus lourd. Il était chargé, électrique, dangereux. Et on le sentait tous les deux. Un soir de janvier, la nuit avait déjà tout avalé bien avant 18 heures. J'étais dans ma chambre quand un coup de klaxon sec a déchiré le silence. Court, impatient. Je me suis approché de la fenêtre. La Peugeot de Théo était garée de travers devant chez moi, phares allumés, moteur tournant. Pas de message, pas d'explication. Juste cet appel sonore. Je suis sorti sans prendre mon manteau. L'air glacial m'a brûlé les poumons. Il a baissé la vitre côté passager. « Monte, je suis monté. » Il a démarré aussitôt. On a quitté Beaumont par la départementale. Puis il a pris un chemin de terre qui grimpait vers le bois. La route se rétrécissait. Les branches raclaient la carrosserie avec des bruits secs. Il roulait trop vite. Les phares tranchaient à l'étron comme des ombres menaçantes. Puis il a éteint les lumières, a ralenti, a continué encore quelques mètres.
Il s'est arrêté sur une clairière envahie de fougères. Moteur coupé. Le silence est tombé d'un coup. On n'entendait plus que le tic-tac du moteur qui refroidissait et nos respirations. Il restait immobile, les mains crispées sur le volant. Puis, d'une voix rauque, « Je te déteste, Lucas. Je n'ai pas bougé. Je te déteste parce que toi, t'as eu le courage. T'es allé à Lyon. T'as accepté. T'as pas honte. » Il a frappé le volant. Moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à le dire. J'arrive pas à le vivre. Chaque fois que je te vois, ça me rappelle que je mens. À eux. À mon père, à moi-même. Sa voix montait, se brisait. « Pourquoi tu te caches pas comme tout le monde ?» J'ai répondu doucement. « Parce que se cacher, à la fin, ça te bouffe de l'intérieur. » Il a lâché un rire cassé. Et il s'est jeté sur moi, sa bouche a heurté la mienne. Pas un baiser doux, pas d'hésitation. C'était violent, précipité. Désordonné, ses mains ont agrippé mon col, les miennes ont tenté de le repousser. On s'est cogné contre le dossier, un genou contre le levier de vitesse, un coude dans mes côtes. La voiture tremblait sous nos mouvements maladroits. Il respirait fort. Moi aussi. Ce n'était ni tendre ni réfléchi. C'était l'explosion de tout ce qu'il avait retenu pendant des mois. Puis, soudain, il a arrêté de lutter. Il s'est effondré contre moi, front dans mon cou, bras serrés autour de ma poitrine, et il s'est mis à trembler. Pas doucement, des secousses profondes, incontrôlables. J'ai senti ses larmes traverser mon pull. Désolé, je sais pas. Des mots étouffés, hachés. Je l'ai tenu. Pas par romantisme, pas par pardon. Je l'ai tenu parce que s'il s'était écarté à cet instant, quelque chose se serait brisé pour toujours. On était deux qui s'accrochaient à la même planche dans une eau noire. Le bois autour était immobile. La voiture sentait l'essence froide et la sueur. Ses tremblements se sont calmés peu à peu, sa respiration est redevenue régulière. Il est resté collé contre moi. Moi aussi. Après un moment, presque contre ma peau, je voulais pas que ça arrive. Moi non plus, c'était vrai. Mais aucun de nous deux n'a bougé, parce que ce qui venait de se passer ne pouvait plus être effacé. Quand il s'est redressé, il a évité mon regard. Il a remis le contact, les phares ont éclairé les troncs humides. On est reparti lentement. Sur le chemin du retour, pas un mot. À un moment, sa main a effleuré la mienne sur le siège. Une seconde, puis retiré, comme s'il regrettait déjà. Il m'a déposé devant chez moi après minuit. J'ai ouvert la portière. Avant que je descende, il a murmuré « Merci d'être resté ». À peine audible. J'ai hoché la tête. J'ai refermé la portière doucement. Il est parti sans se retourner. Dans ma chambre, lumière éteinte, je suis resté assis longtemps. Ce qui s'était passé dans le bois n'avait rien de romantique. C'était brut, nécessaire, inévitable et dangereux, parce qu'on ne pouvait plus faire comme si ça n'existait pas. Le secret était là, entre nous, plus lourd que les coups, plus lourd que la honte, plus lourd que tout ce qu'on avait partagé avant. Le lundi matin, j'ai franchi le portail du lycée comme d'habitude, sac sur l'épaule, regard baissé, mais quelque chose flottait dans l'air. Les groupes se formaient trop vite, les conversations s'arrêtaient net à mon passage. Des rires éclataient, suivis de murmures trop forts pour être discrets. Des téléphones sortaient des poches, écran incliné vers d'autres visages. Je n'ai pas relevé la tête. J'ai marché jusqu'à mon casier. Et là, je l'ai vu. Une feuille A4 collée en plein milieu de la porte métallique. Autour, une dizaine de mecs formaient un demi-cercle compact. Sur la feuille, moi, la photo prise aux lanternes rouges à Lyon. De loin, volée, mais retouchée, filtre rose criard. Petit cœur dessiné autour de ma tête, et en grosses lettres rouges, Lucas, le PD en chasse. En dessous, au marqueur, qui il se tape ce soir ? Attention, il mord. PD officiel MDR. Le bruit autour a explosé d'un coup. Hé Lucas, alors, bonne soirée ? Un bisou bruyant a fusé derrière moi. Le sang me martelait les tempes si fort que j'avais l'impression que ma tête allait éclater. Puis, je l'ai vu. Théo, adossé au casier d'à côté, bras croisés. Il ne riait pas, franchement, il jouait l'étonné. Sourcils levés, air faussement choqué. Puis il a sorti son téléphone. Il a photographié la feuille et il l'a postée. Je l'ai vu taper. J'ai vu les notifications s'allumer sur les écrans autour. Les gars mataient ce que j'ai trouvé. On dirait que Lucas a une double vie. Les notifications ont déferlé. Les rires aussi. Quelqu'un m'a poussé l'épaule. Alors, t'as trouvé l'amour ? Mes jambes tremblaient. Je cherchais l'air. Théo a croisé mon regard. Une seconde. Aucun remords, aucune hésitation. Juste une froideur calculée, comme s'il effaçait d'un coup tout ce qui s'était passé dans le bois. Puis il a tourné la tête et ri avec les autres. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis retourné et j'ai couru. À travers la cour, le long du bâtiment principal, jusqu'au parking. J'ai ouvert la portière de ma voiture, je me suis jeté dedans et j'ai verrouillé. Mon téléphone vibrait déjà. Je l'ai éteint, balancé sur le siège passager. Le moteur a démarré dans un hockey. J'ai quitté le lycée sans regarder dans le rétroviseur. Je me suis arrêté près de la Saône, sur un chemin de terre. Moteur coupé, front contre le volant. Les larmes sont venues sans bruit.
Pas de sanglots, juste un flot continu, chaud, qui trempait mes manches. Tout ce qu'on avait partagé dans le noir d'une voiture, réduit à une image déformée et une légende moqueuse. Il avait choisi leur rire plutôt que moi. Je suis resté là toute la journée. La rivière coulait lentement. Le ciel devenait gris. Vers 19h, j'ai rallumé le téléphone. 147 notifications. Messages privés, stories, mentions. La photo circulait partout. J'ai ouvert ma galerie. Je l'ai retrouvée. La vraie photo. Moi, seul au comptoir ce soir-là. Lumière tamisée. Un sourire discret. Pas caricaturé. Pas sali. Juste moi. J'ai respiré profondément et j'ai posté. Oui, je suis gay. Et je n'en ai pas honte. Ceux qui utilisent ça pour humilier devraient se regarder dans un miroir. J'ai joint la photo originale. Et j'ai tagué Théo. Directement. Sans sous-entendu, sans détour. Public. Les réactions sont arrivées presque aussitôt. Des cœurs, des messages privés. Respect. Courage. T'es fort. Il y avait aussi des insultes, des comptes anonymes, des menaces idiotes. Mais pour la première fois, la honte n'était plus enfermée en moi. Elle circulait ailleurs. Théo a vu le tag. Je l'ai su quand son nom est apparu en bleu sous mon post. Il ne pouvait plus faire l'innocent. La photo retouchée devenait une preuve. Son rôle devenait visible. Le cercle qu'il avait construit ce matin-là s'était fissuré. Pas complètement. Certains continuaient à rire, d'autres m'évitaient. Mais quelque chose avait changé. Il ne pouvait plus m'atteindre comme avant, parce que je venais de dire la vérité devant tout le monde. Et une vérité exposée ne retourne plus dans l'ombre. Je suis rentré tard. Ma mère a remarqué mon visage pâle. Ça va ? Journée pourrie. Elle a hoché la tête. Je me suis couché sans manger. Avant d'éteindre la lumière, j'ai regardé une dernière fois le post. Plus de 300 likes. Et un commentaire, parmi d'autres, « Respect mec ». C'était peu. Mais ça suffisait pour respirer. La trahison m'avait brisé sur le coup. Mais en postant cette photo, j'avais repris une partie de moi. Et Théo savait désormais que le secret n'était plus seulement le mien. Il ne pouvait plus me tenir par la peur. Plus maintenant. 3 semaines après mon poste, un soir de février noyé sous la pluie, quelqu'un a frappé à ma porte. 3 coups. Ni fort, ni assuré. Plutôt hésitant. J'ai ouvert. Théo était là. Trempé jusqu'aux os, cheveux collés au front. Un sac de sport qui goûtait dans une main. L'arcade sourcilière gauche, gonflée, violacée. L'œil presque fermé. Il tremblait. Il me regardait comme s'il attendait sa sentence. Je me suis écarté sans un mot. Il est entré. L'eau ruisselait de ses vêtements sur le carrelage. J'ai refermé la porte derrière lui. Silence. Puis, d'une voix cassée, il m'a foutu dehors, je n'ai rien dit. Il a vu ton poste, il a compris, il m'a cogné, il m'a dit de disparaître, que je n'étais plus son fils. Sa voix tremblait plus que ses mains. J'ai nulle part où aller. J'aurais pu le renvoyer, lui rappeler la photo, le cercle de rire, ce regard glacé ce matin-là. J'y ai pensé. Puis je l'ai vraiment regardé, les épaules voûtées, la fatigue dans les yeux, le sac posé à ses pieds, probablement tout ce qu'il avait pu prendre en partant. Attends, je suis allé chercher une serviette. Il s'est essuyé sans oser me fixer. J'ai mis de l'eau à chauffer et préparé 2 tasses de chocolat chaud avec ce qui restait dans la boîte. On s'est assis à la table de la cuisine. La pluie tambourinait contre la vitre. Il a bu une gorgée. Trop chaud. Il a grimacé. J'ai tout foutu en l'air, a-t-il murmuré. La photo, le post, je l'ai fait pour me protéger. J'ai eu la trouille. Et après, j'ai laissé filer. Je sais, on est resté là un long moment. Merci de ne pas m'avoir claqué la porte au nez. J'ai haussé les épaules. Tu dors sur le canapé. On verra demain. Cette nuit-là, il s'est recroquevillé sous une couverture. Moi, j'ai à peine dormi. De ma chambre, j'écoutais sa respiration irrégulière. Au matin, il avait déjà plié la couverture et remis le canapé en ordre. On a bu le café en silence. Puis j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai cherché. J'ai trouvé une association à Mâcon qui aidait les jeunes LGBT, plus chassés de chez eux. J'ai appelé. Une voix douce m'a répondu « Rendez-vous le jour même. Une place disponible dans une maison d'urgence. » Quand j'ai raccroché, Théo me regardait. « Pourquoi tu fais ça ?»« Parce que personne ne mérite de perdre sa maison pour ce qu'il est. » Il a baissé les yeux. « Même moi, même toi. » Je l'ai accompagné à la gare l'après-midi. Sur le quai, le train sifflait déjà. Il s'est tourné vers moi. « Je te dois tout. »« Non, tu ne me dois rien. Avance. » Il est monté. Le train est parti. Je suis rentré seul. 1 an plus tard, j'étais en première année de psycho à Lyon, cours sur le trauma, l'identité, les mécanismes de défense. Je voyais une psy 1 fois par semaine dans un petit cabinet près de la fac. J'apprenais à mettre des mots sur ce qui avait été confus, violent, ambivalent. Théo était à Nantes, architecture. Il m'avait écrit 1 mois après son départ. J'ai commencé une thérapie. Ça remue beaucoup, mais j'y vais. On a repris contact doucement. D'abord des messages courts, puis des appels. On se voyait rarement. Une fois, en été, dans une petite ville à mi-chemin entre nous. Un bar ordinaire. 2 heures, devenues 4. On a parlé des études, des nuits blanches, des petits progrès.
Il m'a raconté comment il apprenait à poser des limites à son père au téléphone, comment il dessinait des maisons ouvertes, pleines de lumière. « J'aime pas les murs inutiles », m'a-t-il dit. Je lui ai parlé des souvenirs qui revenaient encore parfois, mais moins tranchants. On n'évitait plus rien, on ne jouait plus de rôle, on ne s'aimait pas comme dans les films, pas de grandes déclarations. Pas de mains serrées sous la table. On était deux marqués par la même tempête, deux survivants qui s'étaient croisés au pire moment. Parfois on s'appelait quand l'un de nous flanchait. Parfois on restait silencieux pendant des semaines. Ensemble et séparés. Un soir d'hiver, il m'a envoyé une photo, son premier projet validé. Une maison en bois, plein de fenêtres. Légende, pour que la lumière entre. J'ai souri. J'ai répondu « Continue ». Il a juste envoyé un pouce levé. Ça a suffi. Les orages étaient là passés, il restait les traces. Des cicatrices qui tiraient quand il pleuvait. Mais on avançait, parfois côte à côte, souvent chacun de son côté. Et, curieusement, ça suffisait.